de simple. Mais il en reste quelque chose aujourd'hui dans le quotidien des habitants, dans la vie de cet immeuble, dans tout ce qui est positif et aussi beaucoup dans les conflits que ça suscite, dans les crispations. Il reste quelque chose de cette utopie. Alors votre ouvrage s'appelle la cellule Le Corbusier. Le mot de cellule est un mot un peu dur quand même. Le mot de cellule est un peu dur, mais parce qu'il fait penser à la cellule d'une prison, peut-être. Oui, c'est ça que vous voulez évoquer. En réalité, dans l'imaginaire de Le Corbusier, mais plus généralement des architectes modernes et même au-delà, c'est une analogie organique. C'est-à-dire que la cellule, c'est une sorte d'unité élémentaire, d'une unité plus grande, qui est un corps collectif, en quelque sorte. Donc c'est la cellule au sens de l'unité la plus petite, celle qui correspond, chez Le Corbusier, c'est la famille, puisqu'on n'est plus sur une utopie fourriériste, d'ailleurs le familistère non plus, comme son nom l'indique. Voilà, c'est la cellule la plus petite de la société, c'est celle qui abrite la famille. Donc c'est pas péjoratif du tout. Non, je ne pense pas que Le Corbusier aurait utilisé un mot péjoratif. Il a utilisé l'expression de machine à habiter, qui est une formule qui lui a valu beaucoup de critiques. Jean-Louis Cohen préfère, lui, machine à regarder le paysage. Et Le Corbusier parlait aussi de la maison et l'écrin de la vie. Donc on a un peu tout est dit, quoi. Oui. Je crois qu'il faut tout de suite tordre le cou à une idée qui est la plus généralement répandue auprès des gens et du public. C'est l'idée de Le Corbusier, architecte fonctionnaliste. Voilà. Bien sûr, Le Corbusier a eu des mots, il a écrit des textes qui parlent de ce rapport de l'usage, de la forme à l'usage, etc. Il s'est inscrit dans un courant fonctionnaliste qui est né à la fin du XIXe siècle. Mais je crois que Le Corbusier est avant tout, il a dit, certes, la maison est une machine à habiter, mais il a dit, le tableau est une machine à émouvoir. Je crois qu'il aurait pu dire la même chose de l'architecture qu'il produisait, c'est-à-dire que son souci, c'était plutôt d'émouvoir, en référence à il aimait beaucoup les machines. Cet homme aimait autant la nature que les voitures. Bien sûr, parce qu'il était de son temps, c'est-à-dire parce qu'il était de cette avant-garde. Il adorait les avions. Absolument, comme toute l'avant-garde du début du XXe siècle, qui a loué effectivement la beauté de l'avènement de la société industrielle et machinique, etc. Donc il est entré là-dedans. Mais il a aussi évolué, c'est-à-dire que je crois que pour lui, c'est quelque chose aussi de métaphorique. Les villas blanches puristes des années 20, qu'il a données comme des modèles d'une architecture industrialisée, sont des métaphores de l'architecture industrialisée. Elles ne sont pas du tout industrialisées. Ce n'est pas du tout des machines. Voilà. Et toute sa vie, l'unité d'habitation de Marseille dans laquelle j'habite, il n'y a pas de bâtiment, je dirais, moins performant que celui-là, si vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui marche. Et oui, c'est ça, si vous voulez. Mais malgré ça, les gens l'adorent. C'est-à-dire que la plupart des gens qui y habitent, c'est un choix, si vous voulez, c'est un choix poétique, c'est un choix esthétique. C'est presque du milieu. Le brise-soleil, ça ne marche pas. Le chauffage, très mal. Etc., etc. On dit que l'acoustique est excellente. Pas dans ma cellule. Est-ce que vous entendez vos voisins? Un petit peu, et eux aussi. Bon, donc, si vous voulez, voilà. Donc, il y a cette histoire de... Évidemment, tout le discours, tout ce mythe de la machine, de la performance, qui fait partie du discours moderne. Mais derrière, ce qui intéresse Le Corbusier, ça n'est que la poésie. Ça n'est que la synesthésie. Il disait que son propos, son souci, c'était la promenade architecturale. Voilà. Donc, il y a chez lui cette dimension de émouvoir les gens lorsqu'ils rentrent dans ces bâtiments. Cette notion de d'émotion, c'est quelque chose qui est fondamental. Et sa rhétorique, c'est ça. On a parlé des 5 points de l'architecture moderne. Bon, c'est un langage. Le plan libre, c'est une syntaxe, c'est une manière de faire des phrases avec ces choses-là, avec ces mots qui sont les pilotis,
que sont le toit terrasse, que sont la façade libre. Mais sa rhétorique, la fin ultime de son discours, c'est la promenade et c'est l'émotion d'un parcours, d'un déplacement. Et ça, je pense que les gens qui vivent dans ces bâtiments, vous savez, il y a très peu de bâtiments qui vous procurent des émotions, quand même. Enfin, Frédéric Borel témoignera de ses expériences à lui. Moi, j'ai eu des émotions, j'en ai eu très peu, et dans des bâtiments très différents. J'ai été très ému dans l'Opéra de Charles Garnier à Paris, un bâtiment qui m'a subjugué quand j'y suis entré. Alors que quand j'avais lu Le Corbusier étant jeune, il avait expliqué qu'il ne fallait surtout pas regarder ce genre de choses. Et malgré ça, voilà. Et le Corbusier... On a le droit de désobéir à Le Corbusier. On a le droit de désobéir, bien sûr. Il a aussi rasé le Grand Palais. Et puis, vous parliez tout à l'heure de droit d'inventaire. Ce droit d'inventaire a commencé très tôt. Dès après la Deuxième Guerre, il y a eu cette nouvelle génération des modernes qui ont fait ce droit d'inventaire. Ils ont rejeté un petit peu son urbanisme, mais ils ont continué à défendre et à apprécier son œuvre architecturale. Alors c'est vrai qu'il y a... Jean-Lucien, que dit votre livre, La cellule de Corbusier? Que dit votre livre? Que raconte votre livre? Quel récit? Alors, ce livre, on l'a fait... bon, vous imaginez que quand on l'a fait, le sujet n'était pas vierge. L'unité d'habitation de Marseille, il y avait déjà eu pas mal de choses là-dessus. On l'a fait parce qu'on pensait qu'il y avait un manque précisément sur cette question de la cellule, sur cette échelle-là. Il manquait un ouvrage qui donne des informations précises, si vous voulez, sur qui va de la distribution jusqu'au second œuvre, jusqu'aux poignées de porte, jusqu'aux couleurs, parce qu'aujourd'hui la plupart des appartements à l'intérieur de l'unité sont blancs, sont peints en blanc. En réalité, à l'origine, les appartements étaient en couleur. Il y a trois gammes de couleurs, si vous voulez, dans l'immeuble. Voilà. Et notamment, les cellules étaient peintes avec une gamme de couleurs plutôt pastel, on va dire, et très peu de blanc, en réalité. Donc voilà, on a voulu combler, si vous voulez, ce qui nous semblait être une lacune, avec des architectes suisses, pardon, heureusement, ils ne sont pas là, architectes suisses francophones, oui, germanophones pour l'un d'entre eux, Arthur Rueg, et plutôt italiano-suisse pour l'autre, Ruggero Tropeano, voilà. Donc ils ont fait des relevés, ils ont fait, avant même que ce soit fait de manière systématique, ils ont gratté un petit peu les murs pour retrouver les couleurs d'origine. Elles y sont. Oui, dans certains appartements, lorsqu'on gratte, on retrouve la couche primitive. Voilà. Donc voilà, ce livre, c'est ça. Et puis ça fait partie d'une collection de portfolios, de beaux livres. Parce qu'avec mon épouse, pour tout vous dire, ces livres, je les fais avec mon épouse. Et on fait très peu de livres, mais on a le goût des livres et on veut faire des beaux livres. Voilà, c'est un des intérêts de la chose. Et donc c'est une sorte de petite collection qu'on espère poursuivre. On a édité un livre sur 1027, la maison d'Hélène Gray, au Cap Martin. Un livre sur la Villa Bloch de Claude Parent. Et celui-ci. Et voilà. Et donc tous sur le même principe, qui est celui des... Le modèle, c'est les portfolios de l'entre-deux-guerres, la revue L'Architecture vivante de Jean Badovici, qui avait commandé d'ailleurs à Hélène Gray la Villa 1027 au Cap Martin. Et donc c'est un genre que les architectes, dans la tradition de l'architecture, c'est un genre très répandu, très usité, mais qui est un peu passé de mode. Et Roquebrune, c'est là où Le Corbusier, naturellement, a construit son célèbre cabanon. Son cabanon, sa chambre de villégiature, comme il disait. Est-ce que c'est vrai qu'il dormait à même le sol? Qu'il aimait l'inconfort? Ça, oui, c'est possible, parce que... En tout cas, sa femme s'en plaignait. Oui. Quand on regarde le cabanon, effectivement, il y a... Bon, voilà. C'est une cabine. On se dit que... Oui. Mais peut-être aussi qu'il faisait ça par goût et par... comment dire, par défi, c'était pas quelqu'un qui faisait dans le genre raffiné, Le Corbusier. Enfin, c'était pas sa tasse de thé, le raffiné, si vous voulez. Il était naturel, pas tellement ça, voilà. Il marchait nu-pied, il nageait.
Oui. Et photo Il admirable. adorait nager, et ça Oui. lui a coûté la vie. Oui, oui, après, et le cœur a cédé d'abord. Oui. Et la mer l'a emporté. Enfin, on ne sait pas très bien. Dans quel ordre ça a marché? Voilà. Alors, je pense que ceux qui vous écoutent se demandent comment est-ce qu'on vit au quotidien chez Le Corbusier. Est-ce que c'est compatible avec la vie en 2015? Et alors, j'imagine que vous êtes propriétaire? Oui, Vous j'ai êtes donc- cette chance. Vous êtes classé? J'ai pas fini de payer mon prêt, mais je suis propriétaire. Vous êtes classé monument historique. Oui, tout à fait. Donc vous ne pouvez toucher à rien. C'est que Non, vous- pas du tout, pas du tout. Alors, Alors, racontez. comme la plupart des bâtiments classés monuments historiques, il n'y a qu'une partie du bâtiment qui est classée, donc la façade, le toit terrasse, et puis à l'intérieur les parties communes, c'est-à-dire les coursives de distribution, et également 2 appartements seulement. Donc le vôtre. Non, pas du tout. Le mien n'est pas classé. Bêtise de plus. Mais je peux vous assurer qu'il pourrait l'être, puisqu'il est dans son jus. Voilà. Mais alors plus sérieusement, on vit. J'ai l'impression que l'actualité rejoint ce qu'a été cette expérience. J'ai lu dans la presse il y a quelques jours un article qui expliquait que en ce moment c'est la mode dans les résidences neuves de prévoir dans le programme de ces résidences ce qu'on appelle des locaux partagés. Voilà. Ce que Le Corbusier appelait les prolongements du logis ou les services communs. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui est très d'actualité. Ça m'étonne qu'à moitié, parce que ça correspond à la manière dont notre société évolue. Hein. Malgré tout, on est aujourd'hui, surtout les nouvelles générations sont dans cette notion de partage, de durabilité. C'est la crise du logement qui l'impose aussi. Hein, mais Non, ça va au-delà. Je crois que même dans l'économie, ce qu'on appelle le peer-to-peer, etc., je crois qu'on est à un moment de mutation sociale, enfin pour prendre les choses de très haut, qui peut être même aller jusqu'à une alternative à ce qu'on appelle le capitalisme et le libéralisme. Hein. C'est une autre manière de fonctionner. C'est vrai dans l'économie, mais c'est vrai à tous les niveaux. Moi, je vois les jeunes étudiants aujourd'hui sont très engagés dans tout ce qui est participatif, collectif, échange, etc. Hein. Tout ce qui relève de stratégie communautaire, d'échange, bon, voilà. Et donc, ces choses-là apparaissent à nouveau, c'est peut-être beaucoup dire, en tout cas, elles apparaissent dans l'architecture, à nouveau, c'est cette idée de partager, hein, pas seulement les couloirs, si vous voulez, dans les lieux où on habite, mais de partager le toit terrasse, partager des endroits, partager une bibliothèque, partager toutes sortes de choses, d'endroits où on peut avoir des activités collectives. Et donc, voilà, les promoteurs privés se sont avisés que c'était quelque chose qui correspondait à une demande et ça se développe. alors, Et donc, au Corbusier... va nous dire si tout ça se Voilà, vérifie donc pour dans la finir réalité. une phrase, Oui. au Corbusier, on a ça, on a ces espaces et on s'en sert. Et il y a effectivement une vie collective qui s'y développe. Là, c'est une forme presque de militantisme que d'habiter chez Le Corbusier, non? Et en même temps, c'est très chic. Hein. Si vous voulez, ce que je peux vous dire, oui, oui et non. Enfin, pour être honnête, c'est plutôt que ça sera un peu long, mais il y a eu 3 étapes dans l'occupation de cet immeuble. Aujourd'hui, c'est classe moyenne, peut-être un peu supérieure, mais à peine. Chic, c'est beaucoup dire. Chic, c'est beaucoup dire. J'emploierai pas ce mot personnellement. Mais bon, non, je crois pas. Attendez, je vous interromps. Dernière chose, on n'est pas obligé de participer aux activités collectives. C'est ça qui est bien aussi. Voilà. Il paraît que ceux qui ont gardé vraiment l'esprit de Le Corbusier habitent à Rezé-les-Nantes. Sont plus proches de ce qu'était Le Corbusier qu'à Marseille. Écoutez, parce que les taxes d'habitation sont moins chères qu'à Marseille. Oui, donc, sans on doute. est dans une clientèle. Non, si vous voulez, le problème, c'est que l'immeuble de Le Corbusier a été réalisé dans le cadre de la reconstruction avec beaucoup d'argent, comme une formule que le ministère expérimentait. Voilà. Et les 3 unités d'habitation qui ont suivi ont été réalisées dans le cadre du logement social, d'abord HBM et ensuite HLM, avec beaucoup moins d'argent. Et donc elles sont moins bien finies, si vous voulez, à tout point de vue du mot fini. Le programme a été moins
moins riche, si vous voulez, les espaces communs sont moins importants, il n'y a pas de commerce, etc. etc. Les prestations sont beaucoup moins luxueuses, entre guillemets, pas chic, etc. Non, non, voilà. mais j'ai pas voulu vous vexer. Non, mais je ne suis pas vexé du tout. D'ailleurs, je n'ai rien contre le chic, mais je pense que j'habite pas un immeuble chic, c'est tout. Je voulais vous faire réagir sur ce que la presse a titré hier, je crois que c'est dans Libération ou avant-hier, oui, Le Corbusier fasciste. Alors, fasciste, oui. Attendez, je termine ma question. Fasciste ou opportuniste? Sans doute les deux. Oui, sans doute les deux. Oui, c'est Libération qui a fait un article, pour être précis, Libération a fait un article dont le titre était plus fasciste, plus facho que fada. Plus facho que fada, voilà. Alors, si vous voulez, tout ça à l'occasion, il faut le dire, de la sortie de 2 livres quand même, puisqu'on est au Salon du Livre. Celui de François Chalin, qui s'appelle Un Corbusier, oui. Et celui d'un auteur que je ne connaissais pas et dont j'ai oublié le nom, aussi. Qui a pour titre Le Corbusier, un fascisme français. Oui, à la française peut-être. On savait depuis longtemps que Le Corbusier avait certaines accointances avec des gens d'extrême droite, qu'il avait écrit dans des revues fascistes frondeuses, qu'il s'était installé à Vichy pendant la guerre, voilà. Tout ça, on le savait. L'avantage, désormais, avec les livres qui viennent d'être publiés, c'est qu'on sait des choses beaucoup plus précises. Et voilà. Et peut-être qu'il fallait que ce soit fait enfin. Hein. Tout ça, bon, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Heidegger, ça me fait penser à Céline, ça me fait penser qu'avec le recul, on a effectivement cette vision critique sur des gens dont on pense qu'ils se sont fourvoyés, quoi, et qui ont eu des pensées, des engagements critiquables. Et en même temps, ça fait me penser que ça n'enlève rien à leur génie, les uns comme philosophes ou écrivains et l'autre comme architectes. Voilà. On le garde. On le garde. Merci. Je reviens vers vous à la fin de notre rencontre.